Bonjour Tortoken. Bonjour. Alors on s'est croisés 4 fois depuis hier. Eh oui, c'est bien ça. Donc comme vous savez, je suis les signes de l'univers. Je me suis dit peut-être qu'il y a un signe, du coup, il y a quelque chose à faire. Et donc c'est tout naturellement que on s'est retrouvés pour faire l'interview sur le vif. Parce que donc on a un peu discuté avant. Et donc Tortoken est conteur de C'est la ça. légende arthurienne. De conteur en général. Conteur en général. Mais dans le coin, effectivement, la légende arthurienne est quand même assez prenante. Oui. Et puisque nous sommes justement devant la chapelle du Graal. On Ouais. ira peut-être voir tout à l'heure si les gens nous ont quittés. Et donc, effectivement, alors comment est-ce qu'on devient conteur? Pas la moindre idée. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que je suis devenu conteur en comptant. Oui. J'ai trouvé quelque chose à dire. J'ai cherché le moyen de le dire le mieux que je le peux. Et puis, comme j'ai vu que d'une part, ça me plaisait beaucoup, que surtout, ça me donnait du sens et que des gens y trouvaient de l'attrait, je vais continuer. Oui, ça s'est fait naturellement, en fait. Oui, c'est c'était une de chevaux. Ouais. Euh, comment vous dire? Ça s'est imposé. Je crois qu'en fait, j'ai toujours été amoureux d'une chose, c'est la découverte du sens. D'accord. Euh, le pourquoi des choses. Pas un pourquoi, euh, comment, pas un pourquoi de façon scientifique, comme si je voulais découvrir le secret de l'origine de l'univers, non. Simplement découvrir ce qu'il y a derrière les apparences du monde qui nous entoure et ce qui donne du sens à, eh bien, à tout. Pourquoi a-t-on bâti une maison là et pas ailleurs? Pourquoi a-t-on suivi ce chemin-là et pas un autre? Pourquoi est-ce qu'une histoire nous parle et pas une autre? Et dans mon cas, ça a été des histoires que j'ai racontées, que j'ai approfondies, où j'ai cherché le sens des choses, et puis à faire passer le sens, jusqu'à découvrir d'autres couches, d'autres façons d'aborder le sens, et donc de raconter mes histoires différemment, encore mieux, ou trouver d'autres histoires pour passer d'autres sens ou d'autres variations du sens. Je ne sais pas si au milieu de tous ces sens on s'y retrouve, mais c'est l'idée générale. Beaucoup de contresens. Ou pas. D'accord. Et, alors, c'est drôle parce que, même là, j'ai commencé un peu ma quête par l'alchimie. On est un peu dans la même idée, c'est la recherche du sens général de ce qui se passe. Je sais pas si vous avez vu déjà ce que dit Patrick Buren-Senas sur le Graal. Ouais, je connais. Ouais. Et je pensais à ça, évidemment, quand j'ai visité la chapelle. J'ai été beaucoup inspiré par Paracelse, un type étonnant. Et en fait, l'alchimie, bon, chacun il verra ce qu'il veut, mais c'était l'idée de trouver une science de toutes les sciences. Une science qui soit à la fois derrière les phénomènes du corps, les phénomènes physiques et les phénomènes de l'âme. Raison pour laquelle on va retrouver des gens qui vont s'intéresser à la métallurgie, des gens qui vont s'intéresser à la médecine, Paracelse était pharmacien, ou des gens qui vont s'intéresser à la philosophie, ce qui est plus sa branche. Oui. Donc cette science de toutes les sciences, effectivement, c'est une recherche du sens premier. Ouais. Qui peut être vaste. Pardon? Qui peut être vaste. Ouais. On peut y consacrer sa vie et même plusieurs. Ouais, c'est clair. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à Tréorantec alors? La légende arthurienne. C'est une passion de jeunesse qui ne s'est jamais démentie, qui un jour m'a amené un simple visiteur ici, et puis qui m'a fait prendre conscience que ce rêve personnel, cet idéal que j'ai ressenti était en fait quelque chose partagé par d'autres, quelque chose qui pouvait aussi enrichir d'autres,
Et puisque j'en étais passionné et que j'arrivais à passer un petit peu de ce sens-là, ben, que c'était pas une mauvaise idée que de continuer à le passer. Oui. Donc naturellement. Donc, j'ai longtemps voyagé hors du pays parce que, en fait, la légende arthurienne, je voulais en être digne. Donc, il me fallait être le conteur qui soit à la hauteur de cette légende. Donc, il me fallait apprendre mon métier. Et c'est le genre de métier que l'on n'apprend pas sur le banc de l'école. Il faut le pratiquer. Mais plus que le pratiquer, il faut le réfléchir, il faut le comprendre, il faut le travailler. Il s'agit pas seulement de trouver la façon de dire, il faut comprendre le pourquoi on le dit et travailler autant sur ces histoires que sur soi-même, parce que quelque part, pour passer le sens, il faut comprendre le sens. Et ça, c'est le travail d'une vie. Et parce que la même histoire peut être racontée de manière pas totalement différente, mais différemment à Oui, chaque fois en fait. oui, avec des nuances, avec et puis avec des couches. Il y a un exemple classique que tout le monde connaît, c'est le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, c'est l'histoire que tout le monde connaît. Oui. C'est un conte pour enfants. En fait, pas du tout. Vous savez ce que ça raconte, l'histoire du petit chaperon rouge? Alors comme ça, je dirais un conte alchimique, je sais plus quoi, mais C'est un conte sur la sortie de l'enfance. d'accord. C'est comment dire? Mais ça, c'est une chose que vous ne comprenez que si vous comprenez le sens des mots. Pourquoi le petit chaperon rouge est rouge? Bonne question. Eh oui. Maintenant, je vais vous la poser autrement. Quelle est la dernière couleur que vous voulez avoir sur le dos si vous vous rendez dans une forêt sauvage en sachant qu'un prédateur féroce s'y trouve? Le rouge. Ouais. Conclusion, ouais. Si le petit chaperon rouge est rouge, c'est parce qu'elle allait voir le loup. Et ça, vous ne le comprenez que si vous comprenez le sens du rouge, et donc que vous comprenez la symbolique du rouge, et donc que vous avez étudié quelque peu de symbolique sur les couleurs. Oui. L'abbé Gillard, qui a vraiment inspiré l'église du Graal ici, vous dirait pas autrement, lui qui travaille beaucoup sur le symbolisme, vous ne trouvez la sous-couche des choses que si vous travaillez là-dessus. Donc le petit chaperon rouge, c'est une histoire pour enfants, c'est vrai, sauf que si vous y travaillez un peu plus, vous découvrez que c'est une histoire sur la sortie de l'enfance, que c'est une histoire qui vous parle de psychologie, une histoire qui vous parle d'un moment de vie, un message qui est en fait adressé à tous ceux qui, sortant de l'enfance, doivent entrer dans les dangers et les pièges de l'adolescence. D'accord. Et des pièges qui sont pourtant par lesquels vous devez passer, oui. Parce que grandir, c'est aussi aborder de nouvelles épreuves. Oui. Et aller voir le loup. Mais oui. Ça fait partie en tout cas. Vous connaissez peut-être c'est une vieille expression, ça, aller voir le loup. Oui, bon, quand on comprend assez vite le sens. Bon. Oui. Oui. Mais voilà, le but du jeu, c'est pas de rester vierge. Le but du jeu, c'est pas de garder l'état enfantin toute votre vie. Il vous faut passer par les étapes de la vie pour grandir, pour accomplir l'être que vous êtes. Oui, c'est fait. C'est une étape de la construction, ouais. Bien sûr. Et ce signifie aussi qu'il faut accepter de perdre un état pour en acquérir un autre. Ouais, je suis en train dedans là, d'ailleurs. D'accord. Oui, donc effectivement, à des enfants, on va raconter le conte en tant que tel. Et puis, pour l'adulte, il est important que dans ce conte pour enfants, il y ait les clés de compréhension. Donc le petit chaperon rouge doit rester rouge. Celui qui enlève le rouge du chaperon rouge, il n'a pas compris l'histoire, il n'a pas compris le sens profond de l'histoire, et donc la passe mal. Et c'est toute la difficulté du conteur qui va s'attacher uniquement à la forme. Parce qu'après, vous pouvez la jouer façon acteur, travailler uniquement la puissance du texte, votre voix, votre diction, votre gestuelle, votre incarnation du rôle. Mais tout ça n'est qu'un enrobage. Pour réellement passer l'histoire, vous devez comprendre ce qu'elle contient, vous devez en comprendre le sens. Et on en revient à ce travail intérieur.
C'est ça qui fait de vous un conteur. C'est là. Donc ce serait de... Parce que vous devez certainement connaître comme quoi ce qu'on transmet ou ce que les gens retiennent, c'est à 70% l'émotion qu'on leur a fait vivre par l'histoire, plus que ce que l'argot de l'histoire en elle-même, au final. L'émotionnel est un langage. Et un bon conteur doit savoir se servir des émotions des autres, un peu comme un musicien sait jouer sur des touches pour créer une mélodie. Si vous parvenez à éveiller la colère ou la joie, à éveiller le désir ou la répugnance, si vous parvenez à faire naître cela dans l'esprit des autres, les mots que vous dites en sont teintés et le sens change. Et il est vécu de façon plus intense, plus intérieure, plus profonde. Ça devient quelque chose qui dépasse les mots, un langage par-delà le langage. Oui, tout à fait. Et alors, question à 1 million, mais comment est-ce que, voilà, c'est quoi votre le travail, du coup, j'imagine qu'à chaque fois, vous allez raconter une histoire, vous allez essayer, du coup, de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait améliorer, comment est-ce qu'on pourrait mieux appuyer sur certains mots, laisser des silences, faire passer une émotion par l'intonation. Oui. Ça, là, c'est du travail d'acting. En fait, pour être conteur, je n'ai pas trouvé de formation pour l'être. Bon, maintenant, ça se fait un peu, mais même aujourd'hui, je pense qu'on ne devient conteur qu'en travaillant le conte. Oui. Donc, c'est pas dans un cours que vous voulez l'apprendre, il faut vivre les choses. Il m'a fallu chercher toutes sortes d'outils qui me seraient utiles dans ce que je fais. Et effectivement, l'acting, les cours de comédie, c'est très important. Travailler la voix, c'est capital. La plupart des gens s'imaginent qu'ils savent parler parce qu'effectivement, ils parlent. En fait, non. Ouais. Il y a la plupart des gens qui s'imaginent qu'ils savent respirer parce qu'ils respirent. En fait, non. C'est un peu comme si vous dites qu'un mec qui sait marcher peut faire un marathon. Il faut s'entraîner. Oui, pour pouvoir arriver à un certain niveau d'excellence, il faut passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, il faut vous entraîner. Et donc votre voix, vous devez la maîtriser depuis les puissances venues du plus profond de votre corps, jusqu'au moment où vous parvenez à ce murmure caressant qui vient flatter l'oreille de votre auditeur afin de mieux lui saisir le cœur. Frappez! Amenez. Et passer de l'un à l'autre avec un naturel qui donne à l'histoire une richesse, une intensité qu'elle n'aurait pas si vous parliez sur un ton monocorde et sans faire de pause dans un monologue dépourvu d'intonation, d'intérêt et du moindre atome d'empathie entre êtres humains. Monacal. Donc voilà. Donc là, il faut la voix. Et il faut avoir un certain sens de l'expansion, du rythme. Il faut aussi, une façon de faire. Vous disiez une scansion. Un certain rythme, voilà. En fait, lorsque vous prenez une phrase et que vous savez mettre l'accent sur un mot, vous changez le sens de la phrase. Il fait beau aujourd'hui. Phrase ordinaire, qui n'a pas d'autre sens que celui-là. Mais il fait beau aujourd'hui. Vous insistez sur un terme. Et là, du coup, c'est la période de temps qui compte. Il fait beau aujourd'hui. Là, c'est l'intensité, vous le mettez sur le beau. Ce qui change, en fait, aujourd'hui, on l'oublie, on l'oublie. Vous insistez sur une qualité du moment. On peut faire ça avec plein de choses. La façon dont vous faites sonner votre voix à certains moments ou à d'autres change le sens. Ça aussi, ça s'apprend. Ouais. Savoir faire une pause qui donne de la richesse au dit
effectivement, c'est important aussi. J'avais un prof de théâtre qui m'avait dit que l'acteur joue dans le silence. Alors, c'est moins valable pour le conteur qui est un peu plus libre de son texte, mais c'est valable quand même. Les mots sont une chose. La façon dont vous faites vivre les mots, c'est votre identité à vous. C'est là que vous pouvez être, voilà. Et cette identité à vous, vous pouvez la faire passer justement en maîtrisant ce rythme des mots, cette façon de poser les choses, qui donne à un morceau de la phrase un relief qu'elle n'aurait pas si vous n'aviez pas fait cette pause. Oui. Bon, là, on parle de techniques assez générales. Il y en a plein. Il y a plein de trucs qui permettent d'améliorer son dit. Comme vous disiez, c'est un métier d'une vie de toute façon. C'est dur. Oui. On n'arrête pas d'apprendre à être diseur. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que moi j'ai tendance, alors je parlais encore plus vite avant, bah, je fais un effort là-dessus, mais effectivement j'ai du coup à envoyer toute ma phrase comme ça, ce qui laisse pas de pause, et ce qui laisse pas forcément de temps à l'autre pour voilà, apprécier. Effectivement, c'est un travail du coup que je mets en place là-dessus de mettre des pauses, de savoir appuyer ou pas un mot. Et effectivement, ça aide à la compréhension en fait. C'est souvent un piège de débutant, enfin un piège de nervosité surtout. Oui, parce que les gens qui ont vraiment un début très très important, ce sont des gens qui très souvent ont envie réellement de faire passer de l'intérêt, de conserver l'intérêt de l'autre, et surtout ne pas lâcher, ne le lâchez surtout pas, parce que sinon vous allez le perdre et vous allez perdre votre volonté d'être, votre nature. Donc vous continuez à envoyer et envoyer et envoyer, parce que là vous ne pouvez plus vous arrêter, c'est devenu un flot qui vous tient, et là vous devenez chiant. C'est voilà. Ce qui peut être chiant aussi, c'est ouais, comme ça. La pause éternelle. Non, c'est pénible. Non, en fait, là, voilà, il faut savoir dire, arrêter de dire, repartir, et là vous jouez donc sur le rythme. Et même chose. Il y a un autre sur l'intensité de voix, sur le niveau de voix. Parce que si vous parlez fort en permanence comme ça pendant 5 minutes, là vous êtes chiant. Vous agressez les oreilles de votre voisin et au bout d'un moment il vous écoute plus. À l'inverse, quand vous êtes trop dans l'appel, donc au début les gens ils viennent vers vous parce qu'ils veulent étendre ce que vous dites, mais si vous êtes toujours en train d'étouffer votre voix, et que vous êtes toujours dans cet appel comme ça, au bout d'un moment les gens ils se lassent, ils vous lâchent. Donc en fait le truc, c'est de savoir alterner ces moments de délicatesse, de tendresse, de calme, avec des moments où vous relevez le rythme, mais pas trop longtemps. Et en jouant comme ça sur cette intensité du haut et du bas, vous n'avez pas besoin de hurler pour donner une impression de force, et vous n'avez pas besoin de murmurer trop bas pour donner une impression de paix. Il vous faut simplement trouver cette façon de dire qui monte et descend pour maintenir l'intérêt du dit. Oui, donc c'est vraiment l'alternance entre les deux, le changement de rythme qui fait le suivi. Ouais. Après, tout l'art, c'est de savoir où placer les changements de rythme et les intensités. Avec évidemment quand même une histoire intéressante, mais bon, ça c'est. On revient au sens. C'est pas ça qui manque l'histoire. Mais... Là, on est en train de mélanger, on est en train de passer joyeusement de la technique à l'esprit. Donc il vous faut de la technique. Donc tout ce qu'on vient de dire sur les techniques de voix, c'est de la technique. Mais au bout d'un moment, c'est la meringue sur le gâteau. Ce qui va donner vraiment le consistant, le nourrissant, c'est ce que vous allez travailler.
là-dedans, le sens que vous mettez dans l'histoire. Et alors justement, quel est le sens du coup du parcours que vous faites? Parce que donc, j'ai vu que vous passiez à la chapelle du Graal, après vous montez dans la forêt. Alors quel est le sens ou l'organisation du tour comme il est pensé? On y travaille autour du Val sans retour. Et quand on travaille sur le Val sans retour, eh ben, on doit travailler sur Morgane. D'accord. Parce que le Val sans retour, c'est la vengeance de Morgane contre l'inconstance des hommes. C'est aussi une histoire sur la vengeance et le pardon. Morgane est une femme passionnée qui a subi énormément de choses dans sa vie, orpheline, abandonnée, méprisée. C'est une femme qui a beaucoup perdu, une femme qui aussi a poursuivi d'une rancune implacable ceux qui l'ont blessée. Et cette rancune va détruire l'œuvre, va être, en fait, c'est en grande partie les rancunes de Morgane, la rage de Morgane, qui va amener la fin du règne d'Arthur. Morgane qui est la demi-sœur d'Arthur. Tout à fait. Et dans les premiers temps, son premier soutien. Ouais. Lorsque Morgane retrouve son petit frère, parce qu'elle est sa demi-sœur et sa sœur aînée, quand elle retrouve son frère, au début, elle va devenir réellement la plus passionnée de ses soutiens. Lorsque le roi Arthur part à la bataille pour réunir les royaumes de Bretagne et repousser les Saxons, dans les premiers temps, qui s'occupe du royaume pendant ce temps-là, qui reste pour gérer les affaires, c'est Morgane. Et la très grande intelligence de Morgane fait d'elle une excellente administratrice. Jamais le royaume de l'ogre, le royaume de base du roi Arthur, ne sera aussi bien géré que sous le règne de Morgane. D'accord. Donc, dans un premier temps, elle est le meilleur soutien d'Arthur. Mais ce qui fait la fin de cette amitié, c'est l'amour. C'est l'amour et la jalousie. Elle qui a été si souvent abandonnée, elle qui a tant perdu, elle qui a si souvent grandi seule et sans amour, sera désespérée d'en avoir si peu. Alors quand elle trouve l'amour, quand elle trouve des gens à aimer, des gens qui peuvent l'aimer, elle s'y accroche. Elle ne veut plus lâcher cet amour. Elle veut le garder à tout prix. C'est là qu'on arrive à ce qu'on appellerait aujourd'hui une relation toxique. Ces gens qui deviennent jaloux, qui deviennent possessifs, qui deviennent agressifs par peur de perdre. Autoritaire. Oui, eh ben dans le cas de Morgane, elle va effrayer son amant dont elle est amoureuse, l'effrayer tellement qu'il va la fuir, trouver l'amour ailleurs, et quand Morgane retrouve son fiancé jetant un regard d'amour à une autre belle, elle va en concevoir une telle rage qu'elle va les enfermer dans un bloc de pierre. Au niveau toxique, on arrive quand même à un niveau assez élevé. D'où le rocher des deux amants. Exactement. D'accord. En fait, la pierre Guillaumard ou les rochers des faux amants, c'est l'endroit où le fiancé l'amant de Morgane a été enfermé. Et cette querelle, à partir de là, ça ne l'a même pas calmé d'ailleurs, l'enfermement dans le rocher. Elle va donc tisser sur le Val sans retour un filet d'illusion et d'enchantement qui va faire en sorte que tout homme ayant donné son cœur à une dame et en ayant regardé une autre, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce qu'un instant, serait à jamais prisonnier du Val s'il y allait. Et comme les hommes sont ce qu'ils sont, tous ceux qui entraient dans le Val se retrouvaient prisonniers. Oui. Non, mais parce qu'une fois, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce qu'un instant, voilà, vous marchez dans la rue, vous croisez une jolie demoiselle dans une robe d'été, votre regard s'accroche, paf, c'est terminé. Vous êtes... Oui, c'est plutôt restrictif quand même. Voilà. Et là, on est dans une vengeance excessive. Une demande d'absolu qui est terrible. Quelle relation peut survivre à ça? Pourtant, c'est ce que réclame Morgane. Un amour parfait où on n'aime qu'une personne, intégralement, totalement, sans défaut, jamais. C'est quand même assez rare. Sauf qu'elle va trouver quelqu'un.
À part Lancelot. Bah, Lancelot lui-même. Lancelot, ouais. Lancelot qui a un amour véritable, un amour qu'il n'a jamais trahi, un amour qui est un amour coupable, un amour adultère, un amour condamné par les hommes, mais qui est un amour véritable. Un amour qui est, à partir de l'instant où il a donné son cœur à sa belle, jamais il n'en regardera une autre. Jamais il n'aura le moindre désir, la moindre pensée pour une autre que pour celle qu'il aime. Et quelque part, c'est Lancelot qui détruit donc le Val sans retour, puisque passant l'épreuve, il ne se laisse pas attraper par les illusions, et il brise le piège du Val sans retour, libérant tous les prisonniers, privant Morgane de son jouet, parce que ça l'amusait beaucoup d'avoir ces prisonniers victimes des illusions dans le Val, et démontrant à Morgane que l'amour véritable existe, sauf que c'est pas elle qui en est l'objet. Et la jalousie qu'elle en ressent, la rage de ne pas être aimée, va l'amener à cette querelle insensée, à cette rancune terrible, où Morgane va poursuivre le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde pendant tout le reste de sa vie. D'accord. Et donc, du coup, alors c'est avant ou après Mordred, la naissance de Mordred? Avant. Oh, Mordred, c'est après. Ouais, d'accord. C'est après. Mordred, qui est... ça dépend des versions. Oui. Pour certains, c'est le fils de Morgane. Moi, je m'attache plus au fait que il faisait partie du clan d'Orcanie. D'accord. C'était le neveu d'Arthur et l'un des frères de Gauvin. Ok. Quoi qu'il en soit, peu importe, c'est avant tout, il incarne tout ce que le roi Arthur n'est pas. Arthur est un homme juste. Mordred est un tyran. Arthur est bienveillant. Mordred ne pense qu'au pouvoir et au sang. Arthur croit à la paix et la met en avant. Mordred est batailleur et sanguinaire. Il a tous les défauts qui sont l'ombre du règne d'Arthur. Et Morgane va voir en lui un instrument de cette vengeance qu'elle a contre les chevaliers de la table ronde. Oui, bien sûr. Donc Mordred, ça va arriver vraiment sur la fin, et c'est peut-être Mordred qui va pousser Morgane à son basculement. Ah oui. Il y a une chose. Quand on cherche le sens des choses, il y a un détail à la fin de l'histoire qui marque. Le roi Arthur, blessé dans la dernière bataille contre Mordred, lorsque, en fait, à la fin du règne d'Arthur, Arthur rentre en querelle contre Lancelot. La guerre qu'ils font va détruire la paix d'Arthur et le règne, tout ce qu'il avait construit dans son règne. Arthur se rend compte que le château de Camelot a été capturé par Lancelot et que celui-ci a usurpé le pouvoir. Il repasse donc la mer pour chasser Mordred. Il y a la grande bataille de Camlann. Dans cette bataille, Mordred est tué par Arthur, mais il subit en échange une blessure mortelle. Et Arthur va partir sur l'île d'Avalon, dans les îles bienheureuses domaine des fées, afin d'y entrer en repos, sous la surveillance des guérisseurs de l'autre monde, jusqu'au jour où il reviendra, que ce soit dans des années ou dans des siècles. Et il y a un détail. Il y a 3 fées pour conduire le navire qui emmène le roi Arthur jusqu'à l'île d'Avalon, où sa vie sera préservée. Et qui est la 3e? Morgane, du coup, j'imagine. C'est Morgane. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Morgane qui poursuit dans presque toute sa vie le roi Arthur et ses chevaliers de ses querelles, est celle qui, à la toute fin, accompagne Arthur dans sa dernière demeure, dans l'endroit où il sera préservé. C'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y a eu un basculement dans le personnage de Morgane, qui fait qu'en fait,
Même Morgane va trouver sa place dans l'histoire, le pardon et sa rédemption. C'est une belle réflexion effectivement sur les passions humaines Oui, et de quel côté est-ce qu'on veut soi-même se diriger au final. bah, on présente souvent Morgane comme une méchante. Je la vois plus comme la victime de beaucoup de choses. La victime des sentiments, la victime des circonstances, la victime de passions que nous ne maîtrisons pas tous. Mais au final, au-delà de la pureté que veulent incarner certains, au-delà de la quête qui nous amène à devenir plus grands, il faut se souvenir d'une chose, c'est que nos passions, nos colères, notre part noire font partie de notre histoire. Et que si Morgane a traqué les chevaliers de la table ronde, si elle a présenté tellement d'épreuves, d'embuscades et d'énigmes à ces chevaliers, elle leur a aussi permis de grandir en surpassant les épreuves. Oui. Et quelque part, si les chevaliers sont devenus grands, c'est parce que Morgane s'est révélée être une testeuse de premier ordre. Est-ce que vous voulez me présenter un petit peu la chapelle? Pourquoi J'ai pas? une demi-heure de,